La facturation électronique ou ce qu'on appelle en anglais le e-invoicing. Mais c'est quoi au juste? Pourquoi ce serait un sujet important? N'est-ce pas plus simple de s'en tenir à la facturation, on va dire, manuelle, traditionnelle, sur papier, telle que nous l'avons fait, surtout en Afrique, depuis plusieurs décennies? Eh bien, peut-être. Mais simple pour qui? Pour les entrepreneurs? Pour les opérateurs économiques? Pour l'administration publique? Simple pour qui? Pour les détourneurs de tout genre? Pour les experts en rétrocommission? Vous savez, ce sport qui est devenu national dans tant de nos pays africains? Salut les amis, je suis Dr Jean-Paul Mouka et c'est un grand plaisir de vous retrouver sur ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech. Vous savez, cet espace qui tente de décrypter quelques enjeux africains à cheval entre la transformation numérique et le commerce international. On a donc la matière, on va plonger tout de suite, chers amis, mais avant tout, un petit rappel, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est le meilleur service que vous puissiez nous rendre. Partagez cette vidéo, en plus c'est gratuit de s'abonner, de partager la vidéo et commenter, créer de l'interaction sur notre chaîne, s'il vous plaît. Ça nous permet d'améliorer notre référencement avec YouTube, c'est-à-dire de rendre nos vidéos un peu plus faciles à retrouver pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et bien entendu, n'oubliez pas de nous envoyer un petit pouce vers le haut, un petit like, ça nous donne le moral, ça nous donne la force de continuer le travail que nous faisons pour vous informer, pour discuter avec vous, pour essayer de prendre de la hauteur sur la simple actualité BizTech. Et donc, voilà, on va y aller sans plus tarder, chers amis. Donc, voilà. Alors, nous sommes dans notre numéro 16, je vous rappelle. Encore une fois, merci. Nous avons fait 15 épisodes jusque-là avec votre aide, grâce à vos commentaires et vos feedbacks qui sont plutôt enrichissants. C'est à vous que revient tout le mérite. La petite aventure est en train de prendre forme, les amis. Donc, on va continuer. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et donc, l'actualité, justement, je disais, elle est inspirée de quelques faits de l'actualité qui ont dominé l'actualité BizTech en ce début de mois de mars 2022. Et elle nous amènera tout droit au Nigeria pour parler de e-invoicing, comme on le disait. Et vous savez, le Nigeria, c'est ce grand pays d'Afrique de l'Ouest qui n'est pas toujours impeccablement réputé sur la scène du commerce international, mais qui n'en demeure pas moins une véritable locomotive économique de l'Afrique et que l'on ne peut nullement accuser d'être à la traîne dans le domaine des innovations et de la transformation numérique. Et donc, nous partons de ce brillant papier dans The Africa Report, qui est aussi complété dans Leadership Nigeria. Je vous ai mis tous ces liens en commentaire et en description de la vidéo, ainsi que, comme d'habitude, toutes les autres références sur lesquelles nous nous basons pour vous concocter ce petit débrief. Et donc, le titre de The African Report, de ce papier qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'arrêt net de la tentative de digitalisation du commerce au Nigeria à travers le e-invoicing. D'ailleurs, ici, ils sont encore plus explicites dans The Leadership, ce journal nigérian, qui titre carrément la plateforme de facturation et d'évaluation électronique va empirer, worsen. Elle va empirer le processus du commerce international nigérian. Et on peut voir là en sous-titre, on complète en disant que voilà, donc cette plateforme de contrôle des importations et exportations lancée par la Banque centrale du Nigeria au mois de janvier 2022 a été suspendue par le Parlement dès le mois de février. Donc, elle n'aura survécu qu'un seul mois. Bon, elle va peut-être revenir, mais pour l'instant, ils en sont là, on en est là. Alors, on va essayer de voir pourquoi, comment et de tirer certaines leçons tout à l'heure. Et là, on peut aussi voilà, voir dans ce paragraphe qui ajoute que l'objectif de ce système est de s'assurer la conformité et l'exactitude des prix à l'import-export en se référant à un barème international des prix quasiment, vous savez, on peut retrouver une liste de prix de quasiment toutes les marchandises à l'international. Et si les prix sortent de la marge d'erreur de 2,5% du standard international reconnu, eh bien, la transaction est tout simplement recalée.
Donc, pour faire simple, par exemple, si vous importez 1000 téléphones mobiles de telle ou telle autre marque, disons de Chine, et voilà, il est facile de vérifier la liste des prix et de trouver, par exemple, que pour ces téléphones, voilà, le prix à la source est de 100 $ pièce. Donc, votre prix d'achat doit être de 100 000 pour la cargaison complète, ou en tout cas, pas moins de 97 500, donc 2,5% de moins, et pas plus de 102 500 pour rester dans la fourchette indiquée. Voilà un peu sur le principe. Mais essayons déjà, avant d'aller plus loin, de voir comment fonctionne une plateforme de facturation et de contrôle électronique des transactions commerciales. Et pour être plus visuel, plus concret, vous savez, on dit qu'une image est plus éloquente que 1000 mots. Alors, je vous ai retrouvé ce petit schéma lorsque je faisais quelques recherches sur le fonctionnement de la plateforme française de facturation numérique instaurée par le gouvernement français. Et vous pouvez voir ici que dans chaque transaction, dans le commerce, déjà même le commerce domestique, mais aussi dans le commerce international, vous avez d'une part les vendeurs, ceux qui émettent, les émetteurs de la facture, et d'autre part, les acheteurs qui sont les receveurs de la facture ou les destinataires de la facture. Et entre les deux se trouve ce système national de facturation électronique qui est en fait le cœur du système, qui est le coffre-fort, et on va le voir tout de suite. Et donc, un vendeur pourrait avoir un logiciel de gestion, genre ERP, d'accord, pour leur propre facturation et gestion de stock, voilà, ce qu'un ERP en général vous offre, du genre SAP, Oracle, Sage, QuickBooks, etc. Tout comme un client, un acheteur pourrait aussi avoir sa plateforme. Mais il se trouve parfois qu'aucun d'entre eux n'a de plateforme. Donc, le vendeur n'a aucune plateforme. Il est, voilà, comme c'est la plupart d'ailleurs, c'est un peu généralisé en Afrique. Voilà, ils n'ont pas de RP, ils n'ont pas de système de facturation, ils n'ont pas de système de comptabilité intégré. Et pareil du côté de l'acheteur. Donc, ce que ce système vous offre, c'est la possibilité, si le vendeur a déjà un système, d'émettre une facture à travers son système, quel qu'il soit, encore une fois, SAP, Oracle, Sage, QuickBooks, tout ce que vous voulez. Et une fois que la facture est émise à travers ce système, elle est dirigée vers la plateforme centralisée du gouvernement qui, elle, va l'envoyer à l'expéditeur. Donc, parce que la facture, vous savez, en comptabilité, il y a des champs obligatoires, des standards qu'il faut respecter pour qu'une facture soit considérée légale, le nom de l'entreprise, à qui elle est adressée, le service rendu, les quantités, le prix, la monnaie, etc., etc. Donc, tout ça est entreposé ici. Et donc, à partir de ce système central, on émet la facture au receveur. Si le receveur, si l'acheteur s'était déjà inscrit et avait déjà déclaré sa plateforme interne à lui, eh bien, ce que le gouvernement fait, la plateforme centrale du gouvernement fera, c'est qu'elle va juste envoyer la facture dans sa plateforme et voilà, il va recevoir sa facture. Mais si le vendeur qui est celui qui émet la facture, l'émetteur de la facture n'a pas un système ERP, n'a pas un système de gestion commerciale, par exemple, et bien, tout ce qu'il fait, c'est qu'il crée un compte, il s'abonne, en fait, il achète un espace, un abonnement sur cette plateforme du gouvernement. Donc, il n'a plus besoin d'investir dans un ERP maison. Il va tout simplement se loguer, émettre sa facture et le gouvernement se chargera de la faire parvenir à la partie destinataire. Donc, si, encore une fois, le destinataire a déjà un ERP, eh bien, ça passera par son ERP, son logiciel intégré. Si il n'en avait pas, eh bien, il ira tout droit. La facture sera envoyée tout droit vers le destinataire qui recevra dans son email une pièce jointe à ouvrir et voilà, il y aura la facture. Voilà en gros comment
fonctionne le système de manière tout à fait schématique. Il pourrait avoir des variantes, mais pour vraiment retenir, surtout pour quelqu'un qui n'était pas familier au concept, voilà ce que vous devez retenir. Et donc, bon, est-ce que vous y voyez les inconvénients? Moi, je pense que c'est un système super, extrêmement bien. Mais on va dire, mais le tout n'est pas de dire que c'est bien ou c'est mauvais. On va essayer de comprendre pourquoi. D'ailleurs, vous allez me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez de l'expérience, vous avez conçu ce système, vous avez travaillé dans ce genre de système, votre pays ou votre entreprise ou votre gouvernement est en train de lancer ce genre de système. Je suis intéressé par vos suggestions, vos commentaires. Donc, on va maintenant revenir sur notre cas nigérian. Et donc, on dira que, voilà, et pour préciser, on a parlé de l'abonnement sur la plateforme centrale. Pour le cas du Nigeria, on parle de 350 dollars annuels que chaque opérateur économique devra payer pour avoir un espace là-dessus. Évidemment, il y a quelques exemptions, par exemple pour les factures individuelles de 10 000 dollars et moins. Donc voilà, si un particulier comme vous et moi veut se faire plaisir, acheter un téléphone de Chine, acheter un laptop des États-Unis, j'en sais rien, ben, si vous êtes à 8 000, 9 000, 7 000 dollars, vous n'avez pas à passer par cette plateforme. Bien évidemment, puisqu'on anticipe que si on ne fait rien, il y aura des détournements ou des contournements. Donc, les, pourvu que vos factures annuelles, vos transactions annuelles ne dépassent pas 500 000 dollars. Donc, voilà. Il y a quand même, pour faire bref, quelques aménagements, quelques exceptions, notamment par exemple pour les entreprises, les agences de sécurité, les produits de sécurité, pour tout ce qui est ONG, pour les envois des missions consulaires, les missions diplomatiques, pour les dons de gouvernements étrangers, etc. Donc voilà, selon le pays, il pourrait avoir comme ça un tas d'exceptions et autant d'aménagements, des dispositifs qui, lorsqu'ils sont le fruit d'une planification et d'une certaine concertation préalable, ne devraient pas poser trop de problèmes. Mais les problèmes, eh bien justement, on y vient, les problèmes. Vous savez, ce papier d'où nous sommes partis dans The Africa Report nous parle même carrément ici en titre, dans cette section, d'un vrai problème, a real problem, un véritable casse-tête. Quand bien même les visées du projet sont louables, à savoir quantifier, retracer assez précisément les montants et les biens importés et exportés, le premier casse-tête est la surfacturation pour les importations et la sous-facturation pour les exportations. On nous le dit ici, importers over-invoice and exporters under-invoice. Les intentions sont louables donc, mais les conséquences peuvent être néfastes. Mais pourquoi donc? Eh bien, parmi les raisons évoquées figure en bonne place l'absence de transition appropriée. Un nouveau système qui contraste autant avec les habitudes bien enracinées devrait tout au moins faire l'objet d'une vulgarisation, d'une appropriation et éventuellement d'une introduction graduelle. J'avoue que je suis souvent tiraillé au fond de moi-même sur de pareils sujets, entre, vous savez, ceux qui croient qu'en Afrique, la pédagogie excessive ne sert strictement à rien. Lorsqu'une idée est bonne, elle doit être imposée, quitte à voir les gens rouspéter au début, mais ils finissent toujours par s'y faire et les avantages deviennent clairement évidents pour tous. Ce n'est peut-être pas faux, surtout quand on y pense vraiment, connaissant nos mentalités. Mais une partie de moi pense que toutes les méthodes, en tout cas parmi toutes ces alternatives, celle qui encourage l'adhésion volontaire et responsable devrait toujours primer. En gros, convaincre plutôt que contraindre, persuader plutôt qu'intimider. Surtout que les opérateurs économiques ne sont pas des enfants. Et ils sont dans leur grande majorité d'ailleurs responsables et dotés de discernement pour prendre les bonnes décisions en connaissance de cause. Mais bon, peut-être que vous avez une idée différente, peut-être que vous êtes plutôt du camp de contraindre ou peut-être du camp de convaincre. Parlons-en, dites-moi ce que vous en pensez selon votre expérience, selon votre ressenti et votre vécu. Et donc, on parle aussi d'un autre problème qui est évoqué dans ce papier, qui est en fait
euh, les différentes parties prenantes évoquent la lourdeur administrative générée par cette initiative. Et en plus, elle vient s'ajouter aux multiples difficultés qui existent déjà dans le commerce. Extorsion, tracasserie administrative de tout genre, chevauchement de contrôle entre agences du gouvernement, difficultés logistiques, voies de transport défectueuses. Ensuite, cette lourdeur administrative, elle a un coût financier. Figurez-vous qu'au Nigeria, par exemple, la politique monétaire dicte un taux de change rigide, donc étroitement contrôlé par la Banque centrale. Et l'obtention des devises, quand on est importateur, quand on est exportateur, est très encadrée et sujette au taux de change, on va dire, dicté, imposé par la Banque centrale. Conséquence, le marché noir en profite, le marché noir y prospère, comme on peut le voir là. Donc, à travers le marché noir, les opérateurs économiques peuvent obtenir des gains allant jusqu'à 40% sur l'obtention des devises. Pour vous illustrer ce propos, c'est simple. Pour le même montant en Naira, par exemple, vous obtenez sur le marché noir un taux de change plus intéressant et pouvant aller jusqu'à 40% au-dessus de ce que la Banque centrale vous propose. Et comme les opérateurs économiques ne sont pas des idiots, le choix est vite fait. Ils contournent la Banque centrale et ils font prospérer le marché noir. Ce paradoxe, d'ailleurs, me rappelle ma propre expérience de multiples voyages d'affaires dans plusieurs pays africains, notamment le Nigeria, l'Angola ou même la RDC, à une époque où les cartes Visa, Mastercard, American Express étaient encore très peu acceptées sur le continent. Donc, on débarquait dans un grand hôtel de la place, et puis voilà, selon la loi en vigueur, l'hôtel ne pouvait pas accepter les espèces, il ne pouvait pas accepter les espèces en devises, et donc il fallait échanger en monnaie locale. Mais il fallait échanger selon le taux dicté par l'État, le fameux taux officiel. Donc, alors qu'un dollar s'échangeait par exemple à 100 en monnaie locale, selon le taux officiel, eh ben, à la cité, au marché noir, le même dollar pouvait s'échanger à 130, 140, voire 150. Donc, on demandait tranquillement à notre chauffeur de nous emmener sur le marché noir. Je me rappelle au Nigeria, on allait à Ikoyi, non loin du centre de Victoria Island, ou, je ne sais pas moi, quand j'allais à Luanda, on faisait un crochet à Benfica, et le tour était joué. Mais un autre problème, vous savez, et sans doute, peut-être vous l'avez rencontré proche de chez vous, et celui-là n'est pas de moindre, c'est le chevauchement de compétences entre les agences étatiques, qui se traduit ainsi par de nombreux observateurs qui qualifient, pourraient être qualifiés de faire de l'ingérence. Mais ici, d'ailleurs, pour le cas Nigeria, la Banque centrale est tout à fait accusée de faire de l'ingérence dans les imports-exports parce que ce serait une compétence réservée à l'agence douanière, la fameuse Nigerian Custom Services. Voilà, ici, vous pouvez voir CBN's Fiscal Foray. Elle s'aventure dans le fiscal, la Banque centrale. En fait, elle s'ingère, d'après les observateurs, d'après ceux qui critiquent ce, ce système. Donc, on a parlé quand même de quelques problèmes comme ça, et l'ingérence n'est pas des moindres. Donc, vous voyez, il y a le dédoublement, le contrôle administratif qui a un coût financier et qui alourdit la machine, qui alourdit l'administration, etc. Voilà un peu pour vous planter le décor, les amis. Et maintenant, mon parti pris congolais, cette rubrique où j'essaye de présenter une grille de lecture, quelques ébauches de propositions, quelques analyses ou critiques constructives dans un prisme de vision étroitement lié au contexte congolais. Les amis, je commencerai d'abord par le dernier problème identifié dans notre exemple nigérian, à savoir le chevauchement des compétences entre agences étatiques. Certes, la RDC n'a pas à ce jour lancé de plateforme nationale de facturation électronique, mais on pourrait d'ores et déjà pronostiquer sur pareil chevauchement de compétences entre les différentes régies financières telles que la Banque centrale, l'OCC, la DGI, enfin, régie financière ou directement ou indirectement reliée au commerce international. Et ce type de chevauchement, c'est encore quand tout va bien.
Car la tendance actuellement, reconnaissons-le, c'est de créer ou de ranimer des services rattachés à la présidence de la République. Résultat inévitable, les amis, il y a plein de chevauchements, plein de cacophonie, paralysie dans le fonctionnement de l'administration. J'imagine qu'il y a certainement derrière le souci de bien faire. Lorsque, par exemple, le président de la République sent que les choses n'avancent pas assez bien ou assez vite à son goût. Mais un État qui se veut moderne, les amis, un État qui se veut efficace, doit lutter, doit s'efforcer à minimiser les possibilités de chevauchement. Parce que ces chevauchements, ils amènent toujours leur lot d'inefficacité, d'inefficience, sans parler de la corruption qui en résulte quasi inéluctablement. Pour vous donner un exemple de chevauchement de compétences bien connu et énormément documenté en RDC entre ces diverses institutions, je vais vous citer par exemple les contrôles sanitaires et phytosanitaires aux frontières lorsque vous arrivez en RDC. Notamment, vous savez, ces contrôles pour s'assurer que les humains, les animaux, les végétaux qui rentrent dans le pays ne posent aucun risque à la santé, à l'économie nationale, à l'immigration, etc. Mais pour le même contrôle, vous avez souvent affaire aux services suivants, sans compter les nombreux autres emmerdeurs qui sortent de partout, qui poussent comme des champignons dans les aéroports et les postes frontaliers. Vous avez le ministère de la Santé, qui est le garant légitime, évidemment, de la santé publique et hygiène nationale, qui veut vérifier les vaccins, par exemple, fièvre jaune, maintenant Covid, etc. Vous avez le ministère du Commerce, en charge notamment de vérifier la conformité aux dispositions des accords de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Vous avez le ministère de l'Agriculture, notamment à travers sa fameuse DPV, la division de protection des végétaux. Vous avez l'OCC, l'Office congolais de contrôle, organe chargé, entre autres, de contrôler la qualité technique des produits entrant et quittant le territoire national. D'ailleurs, au sujet de l'OCC, je vous recommande vivement la vidéo numéro 7 que nous avons faite au début du mois de février 2022. Il y avait un focus détaillé sur l'OCC, son rôle, ses missions, et c'était à l'occasion du 48e anniversaire que l'OCC a fêté le 1er février 2022. Donc, je vous recommande vivement la vidéo numéro 7. Allez-y si vous l'avez ratée et même si vous ne l'avez pas ratée, allez la réécouter, la revisionner et dites-moi ce que vous en pensez, surtout partagez. Donc, les amis, en deuxième lieu, je parlerai ici plutôt de j'aimerais évoquer le strict encadrement des prix que nous avons évoqué dans le cas nigérian. Vous savez, la fameuse marge de 2,5%. Moi, je conçois le concept d'encadrement de prix peut-être un peu mieux dans un cadre d'import-export des marchandises physiques, des biens physiques. Mais quid des services? Vous savez, le prix des services, et les services, c'est une notion encore relativement peu développée dans le commerce international, pas seulement en RDC, en Afrique en général, et parfois j'ai été surpris parce que moi je travaille au quotidien dans le domaine, même dans des pays qu'on pense plus ou moins avancés, tous les, toutes les règles du commerce international ont été conçues pour le commerce, pour le transport des marchandises entre les frontières. Et donc, la notion de service est encore assez mal intégrée. Et pourtant, la notion de service, encore plus que celle des marchandises, est étroitement liée à, par exemple, le rapport de force entre l'offre et la demande. Vous savez, ce qui est rare est cher, et vous n'allez quand même pas interdire, par exemple, à un prestataire de service de surfacturer sa prestation si son client n'y voit aucun inconvénient. Surtout lorsque l'expertise du prestataire est rare ou prisée sur le marché. Par exemple, un architecte, les experts comptables, les ingénieurs, services conseils, vous voyez. Lorsqu'une marge d'erreur aussi fine que 2,5% est imposée, probablement par des bureaucrates qui n'ont jamais de leur vie mené une négociation commerciale, eh bien, cela donne des résultats qui sont déconnectés de la réalité. Je suis pour qu'il y ait des limites, car on doit partir de quelque part, mais l'administration centrale doit aller davantage être à l'écoute des opérateurs économiques et de leurs représentants, notamment dans un cadre de la RDC, par exemple, la FEC, la Fédération des entreprises congolaises, ou encore la COPEMECO, la Confédération des PME. Voyez-vous? Et donc, en fin de compte, sur ce qui n'a pas bien marché au Nigeria, il y a aussi la problématique de concertation en amont avec toutes les parties prenantes. Et la problématique non moins importante de la vulgarisation et l'appropriation de l'outil numérique. Des étapes,
vous conviendrez avec moi, trop souvent escamoté, soi-disant pour aller plus vite, se basant sur la doctrine selon laquelle les usages suivront inévitablement, l'habitude viendra inévitablement dès lors que la technologie sera en place. En anglais, on dit build it and they will come. Eh bien non, ça ne marche pas toujours comme ça. Dans la vraie vie, ce n'est pas toujours build it and they will come. Des fois, you build it and they don't come. Il faut plutôt générer l'enthousiasme, l'engouement, la vulgarisation, l'appropriation. Mais nonobstant tous ces inconvénients potentiels, chers amis, je pense profondément qu'un système de facturation électronique serait extrêmement utile pour la RDC. Considérez les bienfaits de la traçabilité et la centralisation de toutes les données, comme je vous ai expliqué dans le petit schéma sur comment ça fonctionne. Alors, toutes ces données qui sont centralisées, les données de l'import-export de tout le pays, centralisées dans un système bien sécurisé, souverain, national, notamment pour combattre la corruption, les malversations, les surfacturations de tout genre, pour des audits, pour savoir combien doit revenir à l'État. C'est bien beau d'avoir l'IGF, l'inspection générale des finances. Vous savez qui, de temps en temps, envoie en justice des présumés détourneurs en RDC. Mais la problématique des factures informelles ou non officielles, c'est un cancer incurable autrement que par la facturation électronique. Même les pays occidentaux, chers amis, qui peuvent se targuer parfois d'un indice de corruption plus présentable que la RDC, eh bien, ils sont en train de passer à l'obligation de facturation électronique. Car oui, aussi longtemps que le libre arbitre sera laissé aux humains en cette matière, eh bien, l'appât du gain prendra toujours le dessus. Les facturations, autres dérives, sont devenues endémiques et complètement incurables. Il faut donc aider les opérateurs économiques avec un outil pareil. Oui, je parle d'aider. Parce que la fraude, les falsifications de factures, les surfacturations sont devenus, en fait, ceux qui se livrent à ces activités, moi, je commence à les considérer presque à la limite comme des victimes, parce que sans système contraignant, ils ne peuvent pas faire autrement. Et puisqu'il y en a suffisamment qui le font comme ça, et donc lorsque vous ne le faites pas, vous avez toujours l'impression de ne jamais vous retrouver dans les affaires. Et donc, il faut aider tout le monde. Et je dis bien aider, parce que moi, je considère que certains fraudeurs, détourneurs africains sont plutôt des victimes de l'absence de gouvernance, l'absence de bonne gouvernance. Et donc, enfin, cette plateforme, elle relève simplement du bon sens économique, chers amis. Imaginez les montants qui rentreraient dans les caisses de l'État, comme notre État congolais, exsangue, anémique qu'il est, qui a désespérément besoin d'argent. Voyez-vous? C'est vers de telles initiatives qu'il faudrait absolument se tourner. Vers une initiative dont la valeur ajoutée est facile, vous savez, à démontrer, tout en œuvrant vers les, on va dire, un système comme ça, ce qu'il fait, il ouvre aussi nos mentalités collectives vers le numérique. Oui, ça prendra peut-être quelques temps avant que la mayonnaise ne prenne vraiment, mais c'est le prix de la persuasion, plutôt que le raccourci hasardeux de la contrainte, ou pire encore, le suicide de l'inaction, je dirais. J'ai trop entendu dans ce pays, au moment de prendre une décision d'investissement dans le numérique, que cela coûterait trop cher. Voyez-vous, on parle toujours, voilà, ça coûte trop cher, c'est un investissement trop cher, il n'y a pas d'argent. Mais moi, je dirais, il est temps que nous nous posions de temps en tant que nation, la question de ce que cela nous coûte de ne rien faire. Oui, ça va coûter ce que ça va coûter, les amis. Mais je vous garantis d'ores et déjà que cela coûte encore plus cher de ne rien faire. Le coût de l'inaction. Arrêtons de penser seulement au coût de l'action, seulement au coût d'une entreprise, mais pensons au coût de l'inaction aussi, chers amis. En plus, personne ne nous oblige, par exemple, de facturer un abonnement, je ne sais pas moi, à 350 dollars par an sur la plateforme de facturation électronique, exactement comme au Nigeria. Mais l'RDC peut fixer ses tarifs, ses propres tarifs, ses propres prix, les exemptions qui conviennent à notre contexte, à nos réalités.
à nos entrepreneurs. Donc, il ne s'agit pas de faire du copier-coller, mais on peut regarder ce qui a marché et surtout ce qui n'a pas marché pour que l'on ne le répète pas chez nous. Voici, chers amis, des moyens intelligents, chers amis, chers dirigeants, chères personnes à influence dans les sphères étatiques, chers technocrates, chers opérateurs économiques. Voici des moyens intelligents pour accroître les revenus du trésor public, tout en équipant une bonne partie des Congolais dans ce virage de la transformation numérique. Osons la créativité et l'intelligence dans nos administrations technico-commerciales. Faisons preuve d'un peu d'imagination, les amis, au lieu de s'enliser dans les traquenards, dans des controverses sans issue, telles que cette cueillette paresseuse de la taxe RAM, qui non seulement n'offre aucune contrepartie tangible et incontestable aux citoyens, mais surtout, ça c'est mon problème avec ce genre de réforme-là, c'est qu'elle ne prépare en rien le citoyen lambda au virage mental que la transformation numérique exige. Une fois que l'on a racketté le pays entier avec la taxe RAM, le Congolais moyen, il n'est toujours pas plus disposé qu'il n'était hier à se tourner vers le numérique. Par contre, une mesure comme le e-invoicing, la facturation électronique, quand bien même elle pourrait être considérée comme contraignante, comme un peu controversée au début, mais si assez de concertation est menée, si assez d'appropriation est permis dans la population, dans les opérateurs économiques, parce que les opérateurs économiques, ce n'est pas des extraterrestres, c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est moi, c'est le voisin, c'est le mec qui habite non loin de chez toi, c'est ta sœur, c'est ton frère. Voilà comment ça marche. Et donc, en essayant de se forcer à passer par des systèmes comme ça, on en profite pour s'éduquer au numérique. Mais il y a des collectes, des ramassages de taxes et autres, franchement, tracasseries de la population qui ne font rien pour nous préparer à la transformation numérique. La transformation numérique, les amis, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Orientons nos citoyens vers une mentalité numérique, vers des réflexes numériques. Eh bien, j'espère que vous avez aimé, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, c'est gratuit encore une fois. C'est le meilleur service que vous puissiez nous rendre. Partagez, commentez et voilà. Cela nous permet d'être retrouvés plus facilement. Je vous ai parlé du référencement YouTube. Activez la cloche. Ainsi, vous êtes notifié lorsque de nouvelles vidéos sortent. Envoyez-nous un like, un petit pouce bleu vers le haut. Ça nous donne le moral. Retrouvez-nous sur toutes ces plateformes, LinkedIn, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Et ensemble, comme je n'ai cesse de vous rappeler, chers amis, essayons un temps soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Votre humble serviteur, c'est Dr Jean-Paul Mouka qui vous dit à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre chers amis. Chap chap.